Ma mère a ouvert ma lettre d'acceptation à la faculté de médecine et leur a dit « Ma fille n'est pas intéressée. Veuillez la retirer de votre liste. » Elle a caché 14 lettres pendant 7 ans. Puis le doyen a appelé directement mon professeur. Ce qu'il a trouvé dans le tiroir de son bureau a laissé toute la famille sans voix. 2 heures du matin. Hôpital Northwestern Memorial, Chicago. L'alarme de traumatisme hurlait dans le couloir. J'ai enfilé mes gants, poussé les doubles portes et lu le dossier du patient. Femme, 33 ans, accident de voiture, hémorragie interne, s'affaiblissant rapidement. Puis j'ai vu le nom Kendall Donovan. Ma sœur, la femme qui a regardé ma mère voler mon avenir et n'a jamais dit un mot. Maintenant, son cœur défaillait sur ma table d'opération. Une mauvaise incision et elle était partie. Je m'appelle Reine Donovan. J'ai 29 ans. Je suis chirurgienne traumatologue. Et il y a 13 ans, ma mère se tenait dans notre cuisine à Pittsburgh, a déchiré ma lettre d'acceptation à la faculté de médecine en deux et a dit « Tu n'es pas faite pour la faculté de médecine, Reine. Tu es faite pour le salon de coiffure. Reste à la maison. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le doyen des admissions ne perd pas sa seule candidate boursière sans passer un coup de fil. Un appel qui a révélé 13 ans de lettres volées, d'acceptation cachée et une famille bâtie sur des mensonges. Avant de vous raconter la suite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans une cuisine à Squirrel Hill, Pittsburgh, et la première fois où j'ai réalisé que ma mère ne me protégeait pas. Elle m'emprisonnait. En grandissant, la maison Donovan se trouvait dans une rue tranquille de Squirrel Hill, Pittsburgh. Briques rouges, volets blancs, une balançoire de Porsche qui grinçait quand le vent soufflait. De l'extérieur, elle ressemblait au genre de maison où de bonnes choses se produisaient. Dîner chaleureux, bougies d'anniversaire, histoire du soir. De l'intérieur, c'était une machine. Et j'étais la pièce qui la faisait fonctionner. Mon père, Ray Donovan, était plombier, pas le genre qui arrive dans une camionnette avec une clé à molette, le genre qui a bâti un empire à partir de tuyaux bouchés et de chauffe-eau éclatés. Donovan Plomberie et Chauffage, 14 camions, 26 employés, des revenus juste en dessous de 800 000 $ par an à l'époque où j'étais au collège. Il a commencé sans rien, une boîte à outils dans une camionnette empruntée, et en a fait le nom le plus fiable en plomberie résidentielle dans 3 comtés. Tout le monde à Squirrel Hill connaissait Ray Donovan. Travailleur, fiable, discret. Cette dernière partie comptait parce que les hommes discrets n'interviennent pas. Les hommes discrets s'assoient à table, mâchent leur nourriture et disent « Ta mère a raison » et disparaissent ensuite dans le garage pour éviter ce qui se passe ensuite. Ma mère, Gail Donovan, était un tout autre genre de moteur. Elle dirigeait 2 salons de coiffure, Gayless on Murray Avenue, et un deuxième emplacement à Shadyside. Combiné, il rapportait environ 200 000 par an. Respectable. Mais pour Gail, les salons n'étaient pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Elle décidait qui travaillait là, qui s'asseyait sur quelle chaise, qui était promu, qui était viré. Elle dirigeait ces salons de la même manière qu'elle dirigeait notre famille, un presse-papier dans une main et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Gail Donovan croyait en 2 choses par-dessus tout. L'image et l'obéissance. L'image, c'était la famille. L'obéissance, c'était moi. Ma sœur aînée Kendall avait 4 ans de plus. Elle était la vitrine. Des mèches blondes faites personnellement par notre mère toutes les 6 semaines. Des ongles toujours parfaits. Des vêtements toujours neufs. Kendall était la fille que Gail exposait. J'étais la fille que Gail déployait. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblait. Quand j'avais 11 ans, je me suis cassé le poignet en jouant au basket à l'école. Pas une fêlure, une fracture complète. L'os s'était déplacé. Mon entraîneur, Monsieur Ducas, m'a porté à l'infirmerie et a appelé ma mère immédiatement. 16h17. Gail a répondu au 2e coup de fil. Madame Donovan, votre fille s'est cassé le poignet. Elle doit aller aux urgences. Quelle fille? Reine. Une pause, puis, je ne peux pas venir tout de suite. Kendall a un rendez-vous pour le bal de promo dans 20 minutes. Elle est sur liste d'attente pour ce styliste depuis 3 mois.
Pouvez-vous juste lui mettre de la glace? Je la chercherai après. Monsieur Ducas a éloigné le téléphone de son oreille et m'a regardé. Je pouvais voir son incrédulité sur son visage. Il a réessayé, madame, son poignet est visiblement déplacé. Ce n'est pas quelque chose que la glace peut réparer. J'y serai après le rendez-vous de Kendall. Elle ira bien. Reine est forte. Elle a raccroché. Monsieur Ducas m'a emmené lui-même aux urgences. Il est resté avec moi pendant 3 heures pendant que le médecin remettait l'os en place et mettait un plâtre. Il m'a acheté un milkshake au chocolat à la cafétéria de l'hôpital et m'a dit que j'étais l'enfant la plus courageuse qu'il ait jamais entraînée. Ma mère est arrivée à 20h45 ce soir-là, 4h30 après l'appel. Kendall était avec elle, ses boucles de balles de promo fraîches, rebondissantes, ses ongles peints en rose poudré, une robe à $600 de Nordstrom, suspendue dans une housse de vêtements sur son bras. Arrête d'être dramatique, reine. Ce n'est qu'un poignet. Elle n'a pas signé les papiers de sortie. Monsieur Ducas l'avait déjà fait en tant que mon contact d'urgence parce que ma mère n'était pas venue. Elle n'a pas demandé comment c'était arrivé. Elle n'a pas demandé si ça faisait mal. Elle a vérifié son téléphone, a dit à Kendall que ses boucles étaient absolument magnifiques, et nous a ramenés à la maison en silence. La même semaine, les préparatifs du bal de promo de Kendall ont coûté à notre famille plus de $1 400, la robe, le styliste, la maquilleuse professionnelle que Gail avait engagée pour venir à la maison. La limousine qu'elle partageait avec 3 autres parents de bal de promo, le corsage du fleuriste haut de gamme de Walnut Street. Ma facture aux urgences était de $412. Gail a dit à mon père de la faire passer par l'assurance et de ne pas en faire toute une histoire. C'était le système. Kendall était l'investissement. J'étais les frais généraux. Mais il y avait un domaine où le système se grippait et cela rendait ma mère folle. L'école. J'étais doué à l'école. Pas juste doué, exceptionnel. Et aucune quantité de quart de travail au salon, de poignets cassés ou de « arrête d'être dramatique » ne pouvait changer cela. En 4e année, j'ai participé à la foire scientifique de l'État de Pennsylvanie avec un projet de recherche sur la régénération tissulaire chez les vers plats-planaires. J'ai construit toute l'expérience dans le laboratoire de biologie de l'école parce que nous n'avions pas de place à la maison. La chambre de Kendall s'était étendue à la chambre d'amis pour son extension de placard. J'ai utilisé les microscopes de l'école, les boîtes de pétri de l'école, le financement de l'école. J'ai fait la recherche sur mon temps libre entre les entraînements de basket et les 3 soirées par semaine où je passais à balayer les cheveux du sol du salon. J'ai remporté la première place, la seule élève de notre district à atteindre le niveau de l'État, et j'ai remporté le premier prix. Mon professeur de biologie, Monsieur Caruso, a qualifié cela de l'un des projets les plus sophistiqués qu'il ait vu de la part d'une collégienne en 20 ans. Le prix s'accompagnait d'autre chose, une lettre, une invitation à un camp de recherche d'été à l'université Johns Hopkins, le Center for Talented Youth. Entièrement financé, 6 semaines à Baltimore, travaillant aux côtés de vrais scientifiques. Pour une fille de 13 ans qui rêvait de devenir médecin, c'était tout. La lettre a été envoyée chez nous. Je ne l'ai jamais vue. Quand j'ai demandé à ma mère si quelque chose était arrivé pour moi, elle pliait des serviettes dans la buanderie. Elle n'a pas levé les yeux. Rien n'est arrivé. Probablement partenu, chérie. Ces choses sont très compétitives. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma mère. Le même mois, Kendall, 17 ans, en terminale, avec une moyenne de 2,6, a été sélectionné pour l'équipe régionale de cheerleading. Pas une compétition nationale, pas une opportunité de bourse. Une équipe régionale de cheerleading pour un sport qu'elle abandonnerait complètement dans les 8 mois. Gail a organisé une fête. 15 personnes entassées dans notre salon un samedi après-midi. Elle a commandé un gâteau personnalisé à la pâtisserie italienne de Penn Avenue. Fondant blanc, lettrage doré, notre étoile, Kendall. Elle a acheté des ballons. Elle a fait un discours. Elle a posté 11 photos sur Facebook avec la légende « Si fière de ma fille ». Le travail acharné paie. J'étais assise à la table de la cuisine, faisant mes devoirs d'algèbre. Personne n'a mentionné la foire scientifique. Personne n'a mentionné la première place. Personne n'a mentionné Johns Hopkins. À la fête, ma tante Denise, la sœur de mon père, m'a trouvé dans la cuisine. Elle s'est appuyée contre le comptoir et m'a regardé un instant.
J'ai entendu parler de la foire scientifique, Rennes, première place. C'est incroyable. Merci, tante Denise. Elle baissa la voix. Ta mère a-t-elle dit quelque chose à ce sujet? Pas vraiment. Denise regarda vers le salon où Gail remplissait les verres de champagne et riait. Puis elle me regarda de nouveau et quelque chose traversa son visage. Quelque chose entre la tristesse et la colère que je ne comprendrai que des années plus tard. Continue, ma chérie, dit-elle doucement. Ne t'arrête jamais. Je ne savais pas alors pour la lettre de Johns Hopkins. Je ne le découvrirai que 7 ans plus tard. Mais il y avait une personne dans notre famille qui savait et il faisait déjà des plans. Le lycée, c'est là que la machine s'est accélérée et que j'ai commencé à sentir les engrenages me broyer les os. En première année, j'étais au tableau d'honneur tous les trimestres. J'ai rejoint le club de biologie, l'équipe de maths, et j'ai fait du bénévolat au programme Candice Tripet de l'hôpital UPMC Shadyside, le plus près que je pouvais me rapprocher de la médecine à 15 ans. J'adorais ça. L'odeur de l'antiseptique, le son des moniteurs qui bipaient, la façon dont les infirmières se déplaçaient dans le chaos comme l'eau à travers la roche, calme, délibérée, sauvant des vies sans élever la voix. Je voulais être l'une d'entre elles. Non, je voulais être plus. Je voulais être celle qu'on appelait quand le patient s'effondrait et que personne d'autre ne savait quoi faire. Kendall, pendant ce temps, avait obtenu son diplôme d'études secondaires avec une moyenne de 2,6 et s'était inscrite à un cours de licence en immobilier dans un collège communautaire de Monroville. 8 semaines, 4 cents $. Gail agissait comme si elle avait été acceptée à Harvard. Kendall va être une femme d'affaires. Elle l'a dit à tout le monde à Thanksgiving cette année-là, l'immobilier, c'est là où est le vrai argent, pas comme ces médecins qui passent 10 ans à l'école juste pour payer leurs dettes. Elle m'a regardé en le disant. J'avais 16 ans. Je venais de marquer 1560 à mon PSAT blanc. Je n'ai pas dit un mot. Mais quelque chose s'est passé ce printemps-là que je n'ai découvert que des années plus tard. Quelque chose qui a changé toute la trajectoire de ma vie. Je m'étais inscrite au SAT. Je l'ai fait moi-même en ligne en utilisant l'ordinateur de la famille dans le salon. J'ai rempli tous les champs. J'ai sélectionné ma date d'examen, le 7 juin. J'ai imprimé la page de confirmation, l'ai pliée dans mon sac à dos et j'ai encerclé la date sur mon calendrier. Le 7 juin est arrivé. Je me suis rendu au centre d'examen de la Pittsburgh Alderys High School. 15 minutes d'avance, crayons aiguisés, pièce d'identité avec photo, prête. Le surveillant a vérifié la liste, l'a vérifié à nouveau, m'a regardé avec un froncement de sourcils. Je suis désolé. Votre inscription a été annulée. C'est impossible. Je me suis inscrite il y a 3 mois. Il est indiqué ici que l'inscription a eu lieu le 29 mai depuis le même compte. 29 mai. J'étais au salon ce jour-là, à balayer les sols, à laver les serviettes. Gail m'avait dit qu'elle avait besoin de moi pour une grosse journée de clients. J'y étais de 8 heures du matin à 18 heures. Quelqu'un s'était connecté à l'ordinateur familial pendant mon absence et avait annulé mon inscription au SAT. Je suis rentré chez moi en tremblant. Je suis entré dans la cuisine où Gail coupait des oignons. Ma voix était à peine stable. Maman, mon inscription au SAT a été annulée. Est-ce que peut-être que tu as mal tapé quelque chose en t'inscrivant. La technologie n'est pas vraiment ton truc, Reine. C'est pourquoi tu devrais te concentrer sur l'apprentissage d'un vrai métier, quelque chose de pratique. Je n'ai rien tapé de mal. Quelqu'un l'a annulé depuis notre ordinateur. Maintenant, elle a levé les yeux. Ses yeux étaient plats. Patiente, comme on regarderait un enfant insistant qu'il y a un monstre sous le lit. Tu m'accuses de quelque chose? J'ai ouvert la bouche. Puis je l'ai refermée parce que je n'avais aucune preuve. Et dans la maison Donovan, la parole de Gail était la seule preuve qui comptait. Non. Et j'ai dit, je me réinscrirai. Bonne fille. Je me suis réinscrite pour le test d'octobre, mais le mal était fait. Le test de juin était la dernière date prise en compte pour les demandes d'admission anticipée. En le manquant, j'ai perdu ma chance d'admission anticipée à tous les meilleurs programmes prémédicaux du pays. 3 écoles que je visais, l'Université de Pennsylvanie, Case Western et Johns Hopkins, avaient toutes des délais d'admission anticipés qui nécessitaient les scores de juin. J'ai passé le SAT d'octobre et j'ai obtenu 1580 sur 1600, 99e centile.
Cela n'avait pas d'importance. La fenêtre d'admission anticipée était fermée. Kendall a appris ma situation au SAT pendant le dîner. Elle était en visite pour le week-end, 21 ans maintenant, fraîchement diplômée de son permis immobilier, ne vendant aucune maison, mais conduisant d'une manière ou d'une autre une Audi A4 louée que nos parents avaient co-signée. Les SAT sont surévalués de toute façon, dit-elle, transperçant un morceau de poulet avec sa fourchette. Je n'ai même jamais utilisé les miens. Regardez-moi. Je me débrouille très bien sans tout ce stress. Elle avait 21 ans, vivait dans un appartement subventionné par nos parents, ne vendait rien, ne produisait rien. Mais elle se débrouillait très bien. Le même automne, autre chose s'est produit, quelque chose que je n'ai pas lié avant bien plus tard. Kendall avait postulé pour un poste d'associé junior dans une agence immobilière du quartier de Strip, une agence respectable. Ils exigeaient un CV avec des preuves de pensée analytique. Kendall n'en avait aucune. J'ai découvert 3 ans plus tard par un ami d'université qui se trouvait travailler dans cette agence que le CV de Kendall mentionnait un projet de recherche coécrit sur la régénération tissulaire biologique présenté à la Pennsylvania State Science Fair. Mon projet, ma recherche, mon nom n'y figurait nulle part. Quand j'ai confronté Kendall à ce sujet au téléphone, sa voix était légère, désinvolte, comme elle l'était toujours quand elle était acculée. « Oh, allez, reine. J'ai juste emprunté ton sujet. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais. Tu as mis ma recherche sur ton CV comme étant la tienne. C'était un projet de groupe. C'était mon projet. Je l'ai fait seul. Tu n'étais même pas dans la même école. Tu es tellement dramatique. Maman a dit que c'était bon. Maman a dit que c'était bon. 5 mots. 5 mots qui m'ont dit tout ce que je devais savoir sur le fonctionnement de la famille Donovan. Kendall prenait. Gail approuvait. Ray ne disait rien. Et j'étais dramatique de le remarquer. Je ne l'ai pas signalé. Je n'ai pas combattu. Je l'ai avalé comme j'avais tout avalé d'autres avec un verre d'eau et une mâchoire serrée. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que mon travail parlerait de lui-même. Je me suis dit qu'un jour rien de tout cela ne me toucherait. Mais voici ce que fait le silence. Il ne vous protège pas. Il apprend aux gens autour de vous qu'ils peuvent prendre plus. Et ils le font toujours. En 2e année de lycée, j'ai postulé à l'université de Pittsburgh, Pitt, pour leur filière prémédicale. Ce n'était pas l'école de mes rêves. L'école de mes rêves était Johns Hopkins, le même endroit qui m'avait envoyé une invitation à un camp d'été que je n'avais jamais reçu. Mais Pitt était proche, abordable grâce aux bourses et leur département de biologie était solide. J'ai été accepté avec une bourse d'études complète couvrant 70% des frais de scolarité. Je l'ai mérité avec un GPA de 4,0, un SAT de 1580, 3 crédits de biologie et une lettre de recommandation de Monsieur Caruso qui était, selon ses mots, la lettre la plus forte que j'ai écrite en 22 ans d'enseignement. Quand j'ai montré à mes parents l'email d'acceptation imprimé et posé sur la table de la cuisine comme un trophée, mon père l'a regardé entre 2 bouchées de pain de viande. « Ce n'est pas mal, dit-il. Mais c'est cher, même avec la bourse. 70% sont couverts, papa. Je peux travailler pour le reste. Ou tu pourrais laisser tomber tout ça et venir travailler au salon à temps plein. » Kendall vient d'obtenir sa 2e offre de vente. Elle n'a pas eu besoin d'un diplôme sophistiqué pour cela. La 2e offre de Kendall était un appartement d'une chambre à Wilkinsburg qui resterait sur le marché pendant 11 mois avant de se vendre avec une perte de 14 000 $. Mais à cette table, à ce moment-là, Kendall était l'histoire de succès. Et j'étais la fille qui devait apprendre sa place. Je vais à Pitt, ai-je dit. La mâchoire de Gail se serra. Puis elle sourit, le sourire lent et contrôlé qui signifiait que la conversation n'était pas terminée. Elle passait juste sous terre. Très bien, dit-elle. Mais tu rentreras tous les week-ends pour aider au salon. C'est l'accord. Gratuitement. Tu nous dois bien ça. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. Parce que dire non à Gail Donovan signifiait perdre la seule famille que j'avais. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un avait observé ce schéma se dérouler. Quelqu'un qui comprenait exactement ce que Gail faisait. Et cette personne avait déjà ouvert un compte bancaire à mon nom, engagé un avocat et écrit une lettre que je ne lirais que 10 ans plus tard. Le pire n'était pas ce qu'elle disait. C'était ce qui s'est passé 3 jours plus tard.
3 jours après avoir dit à mes parents que j'allais à Pitt, mon grand-père est apparu à la maison sans prévenir. Walter Grimm, 80 ans, le père de ma mère, un homme bâti de silence et d'acier. Il avait servi comme infirmier de campagne au Vietnam. 3 missions, 2 cœurs pourpres, une cicatrice à l'avant-bras gauche due à un éclat d'obus dont il ne parlait jamais. Après la guerre, il est rentré à Pittsburgh, a épousé ma grand-mère, Estelle, a travaillé 31 ans à l'hôpital des anciens combattants en tant que coordinateur de fournitures médicales, et s'est retiré dans une petite maison en briques à Greenfield. Avec un potager et une étagère pleine de livres sur la chirurgie de champ de bataille, il était la seule personne de notre famille qui faisait peur à Gail. Pas parce qu'il criait. Walter ne criait jamais. Il lui faisait peur parce qu'il observait. Il remarquait tout. Et il n'oubliait jamais. Cet après-midi-là, Walter était assis à notre table de cuisine, buvant du café noir pendant que Gail tourbillonnait près de la cuisinière, faisant semblant d'être occupé. Je faisais mes devoirs au comptoir. Kendall était à l'étage. Mon père était au travail. Reine, viens t'asseoir avec moi. J'ai apporté mon manuel à la table. Il l'a fermé doucement d'une main. Parle-moi de Pitt. Je lui ai tout raconté. La bourse, la filière prémédicale, le département de biologie, le projet de postuler à la faculté de médecine après 4 ans. Ma voix s'accélérait à mesure que je parlais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille me posait des questions sur mon avenir et écoutait vraiment. Walter hocha lentement la tête. Puis il regarda Gail. Bourse universitaire complète, 70% en prémédecine. Bon sang, ce n'est pas une bourse complète, papa. Il reste 30% à couvrir. Je sais que je peux faire des maths, Gail. La cuisine se tut. Le genre de silence qui a du poids. Combien coûte l'appartement de Kendall par mois? C'est différent. Ou combien? Les épaules de Gail se raidirent. Mais elle construit une carrière. Elle a vendu une maison en 2 ans. L'immobilier prend du temps, papa. Walter se tourna vers moi. Ses yeux étaient chaleureux mais sérieux. Les yeux d'un homme qui avait tenu des soldats mourants dans des rizières et leur avait promis qu'ils rentreraient chez eux. Tu vas à Pitt? Pas une question, une déclaration. Oui, monsieur. Bien. Il tendit la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une simple enveloppe blanche. Il la fit glisser sur la table. C'est pour ton premier semestre. Livres, fournitures, tout ce dont tu as besoin. Ne le dis pas à ta mère. Il le dit juste devant elle. La main de Gail se figea sur le bouton de la cuisinière. Elle se retourna lentement. Papa, tu n'as pas besoin de... Non, je n'ai pas besoin. Je veux. Nous pouvons gérer les dépenses de Reine. Vous pouvez? La façon dont vous avez géré sa foire scientifique. La façon dont vous avez géré son poignet cassé. L'air dans cette cuisine changea. Le visage de Gail passa par 3 expressions en 2 secondes. Surprise, puis colère, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur elle auparavant. La peur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Walter la fixa du regard un long moment. Puis il se leva, m'embrassa le sommet de la tête et dit, « Accompagne-moi à ma voiture, Reine. » Dehors, l'air d'octobre était vif. Les feuilles voltigeaient sur le trottoir. Walter ouvrit le coffre de sa vieille Ford Taurus et en sortit une petite boîte en bois, en noyer, faite à la main, de la taille d'un épais roman. Il y avait un loquet en laiton à l'avant, pas de serrure. N'ouvre pas ça tout de suite. Quand tu en auras besoin, tu le sauras. Grand-père, qu'est-ce que c'est? J'étais infirmier de campagne au Vietnam. Je t'ai déjà dit pourquoi je suis devenu ça? Non. Parce que j'ai vu des garçons de ton âge saigner dans la boue. De bons garçons, des garçons intelligents. Des garçons qui auraient pu être médecins, ingénieurs, n'importe quoi. Ils sont morts parce qu'il n'y avait pas assez de chirurgiens. Pas assez de mains qui savaient quoi faire. Il regarda mes mains. Tu as ces mains, Reine? Je l'ai vu quand tu avais 8 ans, en train de bander ce chat errant derrière le garage avec de la gaz et du ruban électrique. Tu n'as pas bronché. Tu n'as pas pleuré. Tu l'as juste réparé. Mes yeux brûlaient. J'ai cligné des yeux fortement.
Des mains de guérisseur. Ne laisse personne te dire le contraire, surtout pas quelqu'un dans cette maison. Il est monté dans sa voiture. Avant de fermer la porte, il me regarda une dernière fois. 5 cents par mois. Ça arrivera sur ton compte. Je l'ai déjà mis en place avec la banque. Ta mère ne le sait pas. Ton père ne le sait pas. Juste toi et moi et une banquière nommée Phyllis chez PNC sur Murray Avenue. Grand-père, tu ne peux pas. Tu peux et tu le feras parce que je n'ai pas survécu au Vietnam pour voir ma petite fille balayer des cheveux pour le reste de sa vie. Il est parti en voiture. Je suis resté sur le trottoir, tenant la boîte en bois. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais à peine. L'espoir. Walter a tenu sa promesse. 500 $ sont apparus sur mon compte le premier de chaque mois, comme une horloge. Jamais en retard, jamais en moins. Il n'en a jamais parlé au téléphone. Il n'en a jamais parlé pendant les vacances. C'était notre secret. Calme, stable, fiable, tout ce que ma mère n'était pas. J'ai commencé à PIT cet automne, pré-médecine, charge de cours complète, chimie organique, anatomie, biologie moléculaire, calcul. J'ai aimé chaque minute. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un endroit où être intelligente n'était pas une menace. C'était le but. Mais Gail avait ses conditions. Chaque vendredi, je roulais 45 minutes depuis le campus jusqu'à Skirell Hill. Je balayais les sols du salon. Je lavais les serviettes. Je pliais les capes. Je répondais au téléphone. J'organisais les étagères de produits. Je faisais la comptabilité de Gail, reçus, salaires, factures des fournisseurs, parce que Kendall avait essayé une fois et avait mal calculé la déclaration de revenus trimestrielle de 9 000 $. Kendall n'a jamais travaillé un seul quart de travail au salon. Pas un seul. Elle venait parfois se faire coiffer gratuitement et repartait sans prendre un balai. Gail ne lui a jamais demandé. Gail ne s'attendait jamais à ce qu'elle le fasse. 4 ans, j'ai fait ça chaque vendredi, chaque week-end, 45 minutes dans chaque sens, tout en suivant une charge de cours prémédicale qui totalisait en moyenne 19 heures de crédit par semestre. Mon GPA à la fin des 4 ans, 3,94, parmi les 3% les meilleurs de ma classe. La carrière immobilière de Kendall. À la fin de 4 ans, cette maison vendue, une Audi louée remplacée par une BMW louée, et également co-signée par nos parents, et un solde de carte de crédit de 22 000 $ que Gail a discrètement remboursé pour que cela n'affecte pas notre code de crédit. Puis Walter est mort. C'était en mars, un mardi, insuffisance cardiaque. Il est mort dans son sommeil dans la maison en briques de Greenfield avec un livre sur les hôpitaux de campagne de la guerre civile ouvert sur sa table de nuit. Je me suis rendu à l'hôpital, portant toujours ma blouse de laboratoire de cours d'anatomie. Je me suis assise dans le couloir devant la chambre où il l'avait emmené et j'ai appuyé mon dos contre le mur froid et j'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Gail est arrivée 40 minutes plus tard. Elle est passée devant moi sans s'arrêter. Elle est entrée dans la chambre, est ressortie et a dit à mon père au téléphone, « C'est fait. Je m'occupe des arrangements, assurez-vous que le salon ouvre à l'heure demain. » Aux funérailles, Gail portait un blazer noir de style Chanel qu'elle avait acheté pour l'occasion. Elle accepta les condoléances avec la grâce habituelle d'une femme qui considérait le deuil comme un événement social. Quand une voisine dit que Walter était si fier de Reine, qu'il parlait d'elle tout le temps. Le sourire de Gail vacilla pendant exactement une seconde. Oui, papa avait un faible pour elle. Un faible? C'est comme ça qu'elle l'appelait. L'homme qui avait financé mon éducation, qui croyait en mon avenir, qui voyait ce qu'elle avait délibérément enterré, réduit à un faible. Debout au bord de sa tombe, je tenais la boîte en bois contre ma poitrine. Je ne l'avais toujours pas ouverte. Il m'avait dit que je saurais quand, et je ne savais pas encore. Mais 6 mois plus tard, après que le dépôt mensuel de Walter eut cessé et que le silence de son absence se fut installé comme la poussière, Gail fit son mouvement. Tu t'es bien amusé à Pitt. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison et de travailler à temps plein. Le salon a besoin de toi. La compagnie de ton père a besoin de quelqu'un pour gérer les livres. Kendall ne peut pas le faire. Tu le sais. Je postule à la faculté de médecine, maman. Gail posa sa fourchette. Elle regarda mon père. Ray mâcha lentement, les yeux sur son assiette.
Ray, dis-lui. Mon père déglutit. Il s'essuya la bouche avec une serviette. Il me regarda avec l'expression d'un homme qui avait déjà choisi son camp. La faculté de médecine coûte cher, Reine, et nous avons besoin de toi ici. Ta mère a raison. Ta mère a raison. Les 4 mots qui avaient régi toutes les décisions dans cette maison aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Je postule quand même. J'ai postulé à 8 facultés de médecine. J'ai passé 3 semaines sur chaque essai de candidature, lettre de recommandation, déclaration de recherche. Monsieur Caruso en a écrit une, mon professeur de chimie organique en a écrit une autre, et quelqu'un d'autre a écrit la 3e. Quelqu'un dont je n'avais pas parlé à ma famille. Elle m'a tendu une petite boîte en bois. N'ouvre pas ça tout de suite. Quand tu en auras besoin, tu le sauras. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire, mais j'allais le savoir. La personne qui a écrit ma 3e lettre de recommandation était le docteur Hélène Nakamura. Je l'ai rencontrée à l'automne de ma 3e année à PIT. Elle enseignait la biologie moléculaire 301, une classe que la moitié des étudiants en pré-médecine abandonnaient en moins de 3 semaines. Nakamura avait 58 ans, japonaise-américaine, née à Sacramento, élevée par un père qui voulait qu'elle épouse un dentiste, et une mère qui lui disait que les femmes n'avaient pas leur place dans les laboratoires. Elle est devenue l'une des biologistes moléculaires les plus publiées de la côte est. Elle avait une voix douce, des lunettes à monture métallique et une façon de regarder votre travail qui vous donnait l'impression qu'elle lisait votre âme au lieu de votre rapport de laboratoire. Elle m'a prise à part après la 3e semaine de cours. J'ai pensé que j'avais fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle a levé mon travail de recherche sur l'expression des gènes dans le tissu régénératif et a dit 6 mots que personne dans ma famille ne m'avait jamais dit. Vous avez l'esprit d'un chirurgien. Je ne savais pas quoi faire avec cette phrase. Elle était nichée dans ma poitrine comme une pierre chaude. Je la portais partout. Nakamura est devenue mon mentor. Pas officiellement au début, juste une professeure qui gardait la porte de son bureau ouverte pour moi. Elle m'a appris à structurer un résumé de recherche. Elle m'a mis en contact avec un programme de laboratoire d'été au centre médical de Pitt. Elle a examiné mon plan d'études MACAT ligne par ligne et m'a dit quelle section prioriser. Elle a écrit ma lettre de recommandation pendant un week-end et m'a dit que c'était la lettre la plus honnête qu'elle ait écrite en 30 ans. Je ne fais pas ça pour tout le monde, dit-elle en me tendant l'enveloppe scellée. Je le fais pour vous parce que vous êtes l'étudiante la plus talentueuse que j'ai encadrée en 15 ans, et je refuse de laisser cela passer inaperçu. Elle m'a aussi dit autre chose, quelque chose qui allait avoir plus d'importance que je ne l'avais réalisé. Où sont envoyées vos candidatures? La maison de mes parents, Skirell Hill. Elle fit une pause. Son stylo cessa de bouger. Pourquoi pas ici? Votre adresse sur le campus. Les formulaires de candidature demandent une adresse de domicile permanente. Ma mère gère le courrier. Nakamura m'étudia par-dessus ses lunettes. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, si quelque chose d'inhabituel se produit avec vos réponses, des retards, des lettres manquantes, n'importe quoi, vous venez me voir en premier. Compris? J'ai hoché la tête. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'inquiétait. Je ne le comprendrai que 4 mois plus tard. J'ai postulé à 8 facultés de médecine. Université de Chicago, Pritzker, Université de Pittsburgh, École de médecine, Pierlement à Penn, Case Western, Tufts, Georgetown, Temple et Drexel. 8 candidatures, des mois de travail. Mon score au MACAT, 521 sur 528. 98e centile. Mon GPA, 3,94. Mon expérience de recherche. 2 articles coécrits publiés et une bourse d'été. Sur le papier, j'étais l'une des candidates les plus solides de la région. Nakamura me l'a dit. Mon conseiller prémédical me l'a dit. Les chiffres ne mentaient pas. Mais les réponses ont commencé à arriver. Ou plutôt, Gail m'a dit qu'elle l'avait fait. La première est arrivée en novembre. J'étais au salon un vendredi soir, à plier des serviettes dans l'arrière-salle, quand Gail est entrée, tenant une enveloppe ouverte. Une mauvaise nouvelle, ma chérie. Elle l'attendit. Une seule feuille de papier. En tête de l'école de médecine de l'université de Pittsburgh. Ils ne t'ont pas accepté. Je suis désolé. J'ai pris la lettre, l'ai lue 2 fois. Mes mains étaient froides.
Il est dit qu'ils ont reçu un bassin de candidats plus fort cette année, dit Gail. Sa voix était douce, presque gentille. Ne le prends pas personnellement. 2 semaines plus tard, une autre lettre. Georgetown rejeté. Puis Temple rejeté. Puis Drexel rejeté. Chaque fois, Gail annonçait la nouvelle de la même manière. Un soupir. Une inclinaison sympathique de la tête. L'enveloppe déjà ouverte dans sa main avant que je ne puisse la toucher. Peut-être que ce n'est tout simplement pas ta voix, reine. Il n'y a pas de honte à cela. Kendall n'est pas allée à l'école supérieure. Et regardez-la, elle vient de signer l'achat d'une maison de ville à Lawrenceville. En février, j'avais reçu 6 refus. 6 sur 8. 2 écoles n'avaient pas encore répondu, Tufts et l'Université de Chicago. J'étais assise sur le sol de ma chambre de dortoir à Pitt et je fixais le mur. 6 lettres de refus étalées en demi-cercle sur le tapis autour de moi. Je ne pouvais pas le comprendre. Mes scores étaient dans le 98e centile. Ma moyenne était presque parfaite. Mes lettres de recommandation venaient d'une biologiste moléculaire reconnue au niveau national, d'un professeur de sciences vétéran de 22 ans et d'un conseiller prémédical qui avait envoyé 47 étudiants à la faculté de médecine. Comment les 6 écoles pouvaient-elles dire non? J'ai appelé Nakamura. Il était 21h30. Elle a répondu au premier coup de fil. Quelque chose ne va pas, ai-je dit. Ma voix était faible, cassante. 6 refus. Je ne comprends pas. Silence sur la ligne, puis, lisez-moi les lettres, chaque mot. Je les ai lues une par une. Nakamura a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, le silence s'est étiré pendant 10 secondes. 15. Reine, ces lettres sont des modèles génériques, des rejets standards. Je sais que c'est ce qu'ils envoient quand. Non, écoutez-moi. Ce sont ce que les écoles envoient aux candidats qui n'ont jamais répondu à leurs offres initiales, pas aux candidats qui ont été rejetés. Mon cerveau ne pouvait pas le traiter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ces lettres ressemblent à des confirmations de retrait, pas à des rejets. Quelqu'un a répondu en votre nom et a refusé. La pièce a basculé. J'ai appuyé ma main contre le sol pour me tenir. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais, j'appelle Jim Whitfield à Chicago Pritzker ce soir. Il fait partie du comité d'admission. Je le connais depuis 20 ans. Ne faites rien tant que vous n'avez pas de mes nouvelles. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assise sur le sol de ma chambre de dortoir avec 6 lettres, dans une horreur grandissante que je ne pouvais pas encore nommer parce que ce que Nakamura suggérait était si énorme, si délibérément cruel que mon esprit refusait d'assembler les pièces. Ma mère. Ma mère gérait le courrier. Ma mère ouvrait chaque enveloppe avant que je ne la voie. Ma mère livrait chaque rejet avec la même sympathie répétée. Ma mère voulait que je sois au salon. Non, je me suis dit non, elle ne le ferait pas. Pas ça, pas tout mon avenir. Nakamura m'a appelé l'après-midi suivant. Sa voix était différente. Contrôlée. Le genre de contrôle que l'on utilise quand on essaie de ne pas crier. Reine, je dois vous voir à mon bureau maintenant. J'ai conduit jusqu'au campus, je me suis garé de travers, j'ai monté 2 étages en courant. Nakamura était assise derrière son bureau. Ses lunettes étaient retirées. Ses mains étaient jointes. Devant elle se trouvait un haut-parleur et un bloc-notes rempli d'écriture. « Asseyez-vous, dit-elle. » Je me suis assise. J'ai parlé avec le Dr James Whitfield, doyen des admissions à la faculté de médecine Pritzker de l'Université de Chicago. Je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit, et vous devez respirer. J'ai serré les accoudoirs de la chaise. Vous n'avez pas été rejeté de Pritzker, reine. Vous avez été accepté. Bourse complète, la seule bourse au mérite qu'ils ont accordée cette année. Votre candidature était la mieux classée parmi plus de 6000. La pièce est devenue blanche, pas d'un blanc sombre, comme si chaque son avait été remplacé par du bruit statique. Ils ont envoyé la lettre d'acceptation à votre domicile en novembre. Ils n'ont reçu aucune réponse. Ils ont appelé votre numéro de téléphone fixe en décembre. Une femme a répondu et leur a dit. Nakamura a regardé son bloc-notes. Ma fille a décidé de suivre un chemin différent. Veuillez la retirer de votre liste. Ils ont rappelé en janvier.
même femme, même message. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mon corps était sur la chaise, mais mon esprit était quelque part loin, désassemblant tout ce que je pensais savoir de ma vie. Reine, la voix de Nakamura était douce maintenant. Le doyen Whitfield a dit qu'il ne perdait pas sa meilleure candidate boursière sans avoir de ses nouvelles directement. C'est pourquoi il m'a appelé. Il voulait savoir si vous alliez bien. J'ai ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Je l'ai refermée. J'ai réessayé. Elle a répondu au téléphone, elle chuchotait. Ma mère a répondu au téléphone. Nakamura a tendu la main sur le bureau et m'a prise la main. Oui, dit-elle. Elle l'a fait. Je suis resté assise sur cette chaise pendant 5 minutes sans parler. Nakamura ne m'a pas pressé. Elle n'a pas offert de mouchoir. Elle n'a pas dit « Je suis désolé ». Elle a juste tenu ma main et a attendu. Ce fut le moment où tout ce que je croyais de ma vie s'est effondré. Mais le pire n'était pas ce que ma mère avait fait à mes demandes d'admission à la faculté de médecine. C'était ce que j'ai trouvé quand je suis rentré à la maison ce soir-là et que j'ai finalement ouvert le tiroir du bureau de ma mère. Je suis rentré à Skirell Hill ce soir-là, 45 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit, les mains à 10h et 2h, les yeux sur la route, respirant selon un schéma que j'avais appris en cours d'anatomie pour contrôler le rythme cardiaque dans des situations de stress élevé. Inspirer pendant 4, retenir pendant 4, expirer pendant 4, répéter. Cela n'a pas fonctionné. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. Je suis arrivé à 21h14. La voiture de Gail était partie. Mardi soir, elle avait un rendez-vous fixe avec son amie Déborah, vin, potin et télé-réalité chez Déborah à Point-Braise. Elle ne serait pas rentrée avant 23h. Le camion de mon père était à l'atelier. Il travaillait tard le mardi pour la paix. Kendall n'habitait plus à la maison depuis 2 ans. J'étais seul. J'ai franchi la porte d'entrée. La maison sentait la bougie à la lavande que Gail brûlait toujours dans le couloir. La lumière du porche était allumée. Tout semblait normal, chaleureux, sûr. Je suis allé directement à son bureau, la petite pièce à côté de la cuisine qui était autrefois un garde-manger avant que Gail ne la convertisse en espace de travail. Un bureau, un classeur, une photo encadrée de Kendall pour sa photo de portrait immobilier au mur. Pas de photo de moi. Le bureau avait 3 tiroirs. J'ai commencé par le tiroir du haut. Reçu du salon, facture de fournisseur, une pile de coupons maintenus par un élastique. Rien. Deuxième tiroir, documents fiscaux, papiers d'assurance, un dossier étiqueté plomberie Donovan trimestriel. Mon écriture. Gail avait gardé chaque dossier de comptabilité que j'avais jamais préparé pour l'entreprise de mon père. Des années de mon travail classé soigneusement, utilisé quotidiennement, jamais reconnu. Troisième tiroir, verrouillé. J'ai fixé le verrou. Un petit trou de serrure en laiton, rien de résistant, le genre que l'on trouverait sur le journal intime d'une adolescente. Je suis allé à la cuisine, j'ai trouvé un tournevis plat dans le tiroir à bric-à-brac et je l'ai ouvert en 12 secondes. À l'intérieur se trouvait une boîte à chaussures, Nike, taille homme 11. Les vieilles chaussures de course de mon père étaient venues dans cette boîte. Maintenant, elles contenaient quelque chose de tout autre. J'ai soulevé le couvercle. Des enveloppes, 14 d'entre elles, soigneusement empilées, toutes ouvertes, toutes adressées à moi. Je les ai étalées sur le bureau. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber la photo encadrée de Kendall du mur. Elle a frappé le sol et le verre s'est fendu en deux. Je ne l'ai pas ramassée. Je les ai lues dans l'ordre. La première venait du centre John Hopkins pour les jeunes talentueux. Datée d'il y a 7 ans. Chère Reine Donovan, félicitations. Vous avez été sélectionnée pour notre programme de recherche d'été. Entièrement financé, 6 semaines à Baltimore. La lettre que ma mère m'avait dit n'être jamais arrivée. La deuxième était une offre d'admission anticipée de la Case Western Reserve University. Bourse d'études complète envoyée pendant ma dernière année de lycée. La période de candidature que j'avais manquée parce que mon SAT avait été annulé. La troisième était une autre admission anticipée. Bourse partielle de l'Université de Pennsylvanie. Nous sommes ravis de vous offrir une place dans notre classe de « J'ai continué à lire ».
Lettre 4, École de médecine de Pitt acceptée. Lettre 5, École de médecine de Georgetown acceptée. Lettre 6, Temple accepté. Lettre 7, Drexel accepté. Lettre 8, Tufts sur liste d'attente puis accepté. Une deuxième lettre le confirmait. Lettre 9, École de médecine Case Western acceptée avec bourse de recherche. Et lettre 10, École de médecine Pritzker de l'Université de Chicago, bourse au mérite complète, la seule décernée cette année. Chère mademoiselle Donovan, c'est un grand honneur de vous informer, 14 lettres, 14 avenirs volés. Pas un seul refus parmi eux. Chaque lettre que ma mère m'avait montrée, chaque soupir de sympathie, chaque « peut-être que ce n'est pas ta voix ». Chaque enveloppe soigneusement ouverte livrée avec une tristesse répétée était un mensonge. Elle avait intercepté chaque acceptation, fabriqué des refus et répondu aux appels téléphoniques des bureaux d'admission en faisant semblant d'agir en mon nom. Systématique, délibéré, calculé sur une période de 7 ans. Je suis resté assise à ce bureau pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps. La maison était silencieuse, sauf le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le ronronnement du réfrigérateur. À un moment donné, j'ai réalisé que je pleurais. Pas en sanglotant, juste des larmes coulant sur mon visage et sur les lettres, et je les ai essuyées parce que c'était des preuves, et je ne pouvais pas les laisser s'abîmer. J'ai photographié chaque lettre, recto et verso, 14 enveloppes, 14 lettres d'acceptation. Je les ai enregistrées sur mon téléphone, puis j'ai envoyé les photos par email à moi-même et à Nakamura. 3 copies de la vérité. Une pour moi, une pour mon mentor, une dans le cloud où Gail Donovan ne pourrait jamais l'atteindre. Puis j'ai remis les lettres dans la boîte à chaussures et j'ai refermé le tiroir. À 23h07, la porte d'entrée s'est ouverte. Les talons de Gail ont claqué sur le parquet. Elle a accroché ses clés. Elle est entrée dans la cuisine en fredonnant quelque chose. Je crois que c'était une chanson de Fleetwood Mac, et s'est versé un verre d'eau. Puis elle m'a vu assise à la table de la cuisine, la boîte à chaussures devant moi. Que fais-tu avec mes affaires ? Sa voix était tranchante, territoriale, la voix d'une femme dont le classeur avait été violé. Tes affaires. Je les regardais. Ce sont mes lettres, mes acceptations, ma vie. Gail posa le verre lentement. Je l'ai regardé passer par les mêmes 3 expressions que j'avais vues sur elle le jour où grand-père Walter l'avait confrontée dans cette même cuisine. Surprise, colère, peur. Mais cette fois, la peur a gagné. Reine, écoute-moi. Elle s'approcha. Ses mains étaient ouvertes, paume vers l'extérieur, le geste de quelqu'un qui s'approche d'un animal effrayé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Le monde extérieur n'est pas gentil avec les filles comme toi. La faculté de médecine t'aurait broyé et recraché. Je te sauvais de l'échec. Des filles comme moi. Ma voix était calme, stable, plus stable que je ne m'y attendais. Tu veux dire des filles qui sont plus intelligentes que tu ne voulais qu'elles soient. Ce n'est pas juste. 14 lettres, maman. 7 ans. Tu as volé 7 ans de ma vie. Je t'ai donné de la stabilité. Je t'ai donné une maison. Je t'ai donné une place au salon où tu étais valorisé. Valorisé. J'ai balayé vos sols gratuitement. J'ai fait les comptes de papa gratuitement. Vous aviez besoin de moi comme main-d'œuvre bon marché. Et c'est tout ce que j'ai toujours été pour vous. La porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. Kendall est entrée. Elle était en visite de son appartement, probablement appelée par le message frénétique de Gail. Je pouvais voir le téléphone de Gail sur le comptoir, l'écran toujours allumé. Qu'est-ce qui se passe ? Kendall a regardé la boîte à chaussures, mon visage, les mains tremblantes de Gail. Ta sœur est dramatique. La même phrase. Toujours la même phrase. Reine, quoi que ce soit, maman essayait juste d'aider. Elle a tout sacrifié pour cette famille. Elle a volé mon acceptation à la faculté de médecine, Kendall. 8 d'entre elles et un programme d'été et 2 admissions anticipées. Tout est là. La bouche de Kendall s'est ouverte puis refermée. Pendant une demi-seconde, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas de choc, de reconnaissance. Elle s'est vite remise. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Il y a 14 lettres dans cette boîte. Toutes des acceptations, toutes interceptées.
Des pas lourds sur le porche. Mon père est rentré tard de l'atelier. Il nous a regardés tous les trois et a immédiatement compris que quelque chose s'était brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tourné vers lui. Tu savais? Les yeux de Ray sont allés vers la boîte à chaussures, puis vers Gail, sa mâchoire s'est serrée. Il n'a pas répondu. Papa, tu savais que maman cachait mon courrier? Silence. 5 secondes. 10. Ta mère pensait que c'était pour le mieux. Pas, je ne savais pas. Pas, c'est impossible. Pas, Gail. Qu'est-ce que tu as fait? Ta mère pensait que c'était pour le mieux. Il savait. Il avait toujours su. Et il avait choisi son camp parce que reine au salon signifiait reine faisant ses comptes gratuitement. Reine à la faculté de médecine signifiait embaucher un comptable à 45 000 par an. Je me suis levé. J'ai ramassé la boîte à chaussures. J'ai regardé ma mère, mon père et ma sœur, debout dans cette cuisine, la même cuisine où grand-père Walter m'avait dit un jour que j'avais des mains de guérisseur. Et j'ai dit une phrase. Je pars ce soir. Oui. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à revenir. J'ai failli rire. Maman, j'essaie de partir depuis 7 ans. Tu as juste continué à cacher la sortie. Je suis allé dans mon ancienne chambre. J'ai fait une valise, des vêtements, mon ordinateur portable, mes guides d'études Macat. La boîte en bois de grand-père Walter, toujours non ouverte, posée sur ma table de chevet où elle était depuis le jour où il me l'avait donnée. Je l'ai ramassée et l'ai tenue contre ma poitrine. J'ai passé devant eux trois sans m'arrêter. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air de Mars était froid et vif et avait le goût de la liberté. J'ai appelé Nakamura depuis la voiture. La bourse, ai-je dit. Est-elle toujours disponible? J'ai appelé Whitfield il y a 1 heure. Il la garde pour vous. Vous avez 48 heures pour accepter. J'accepte. Alors bienvenue à l'université de Chicago, Dr Donovan. Je suis sorti de l'allée. Je n'ai pas regardé le rétroviseur, pas une seule fois. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà fait mon mouvement, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis arrivé à Chicago un jeudi de mars avec une valise, $412 sur mon compte bancaire, une boîte en bois que je n'avais toujours pas ouverte, et une bourse complète pour l'une des meilleures facultés de médecine du pays. La première nuit, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse près de Hyde Park. $18 la nuit, salle de bain partagée, un matelas qui sentait l'eau de javel et les regrets des autres. Je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond et écoutant les sons d'une ville que je ne connaissais pas. Sirène, circulation. Un homme se disputant avec quelqu'un dans la rue en bas. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mes 13 ans, debout dans un gymnase d'école, tenant un ruban de première place. Je me suis senti possible. La faculté de médecine a commencé cet automne. Pritzker. Le nom seul portait un poids. Quand j'ai franchi les portes vitrées le premier jour, une femme au guichet d'inscription a regardé mon dossier et a dit « Vous êtes la Whitfield Scholar. Il parle de vous. » Je ne savais pas quoi dire. Personne n'avait jamais parlé de moi auparavant. Pas comme ça. Les 2 premières années furent brutales. Anatomie, pathologie, pharmacologie, biochimie, des journées de 14 heures, 6 jours par semaine. J'étudiais à la bibliothèque jusqu'à ce qu'ils éteignent les lumières. Puis j'étudiais dans le couloir devant mon appartement jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je vivais de riz, de haricots en conserve et du café gratuit du salon étudiant. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements pendant 18 mois. Les baskets que je portais à mon premier laboratoire d'anatomie étaient les mêmes que celles que j'avais portées en balayant les sols du salon de Gail. Mais j'étais libre. Et la liberté a un goût. Elle a le goût du café noir à 5 heures du matin dans une bibliothèque silencieuse où personne ne vous dit que vous êtes dramatique. Où personne ne vous compare à votre sœur. Où la seule mesure de votre valeur est le travail que vous mettez sur la page. Je me suis fait une amie cette première année, Priya Chakraorty. Elle venait de Détroit. Ses parents étaient des immigrés de Kolkata. Son père était chauffeur de taxi. Sa mère nettoyait des bureaux la nuit. Priya s'était frayé un chemin jusqu'à Pritzker grâce à sa pure volonté et un score Macat de 523 qu'elle avait obtenu en travaillant 30 heures par semaine dans une pharmacie. Nous nous sommes reconnus immédiatement,
Non pas parce que nous nous ressemblions ou parlions de la même manière, mais parce que nous portions le même poids. Le poids d'être des gens qui n'étaient jamais censés aller aussi loin. Priya est devenue ma partenaire d'études, ma colocataire, mon contact d'urgence. Quand je n'ai pas pu me payer mon manuel de pathologie en deuxième année, elle a trouvé un PDF en ligne et a imprimé les 800 pages au laboratoire informatique du campus à 3 heures du matin. Quand j'ai fondu en larmes dans la salle de bain après une simulation de chirurgie de 12 heures parce qu'un scénario de patient me rappelait l'insuffisance cardiaque de grand-père Walter, Priya s'est assise sur le carrelage à côté de moi et n'a rien dit. Elle est juste restée là. Parfois, ne rien dire est exactement la bonne chose à faire. J'ai obtenu mon diplôme de médecine en 4 ans, parmi les 5 meilleurs de ma promotion. Le doyen Whitfield m'a serré la main lors de la cérémonie et a dit « Je fais cela depuis 22 ans. C'est vous dont je me souviendrai. » Je n'ai pas invité ma famille. Je ne leur ai rien dit. Pour autant que Gail Donovan le savait, sa fille avait disparu dans le vide, et c'est exactement là que je voulais rester. La résidence a suivi. Résidence chirurgicale à l'hôpital Northwestern Memorial de Chicago. Chirurgie traumatologique. La spécialité la plus difficile, la plus exigeante, la plus impitoyable de la médecine. Celle où l'on n'a pas de seconde chance parce que les patients n'en ont pas. J'ai choisi la traumatologie pour une raison. Non pas parce que c'était prestigieux, même si ça l'était. Non pas parce que ça rapportait bien, même si ça allait le faire. Je l'ai choisi à cause de quelque chose que grand-père Walter m'avait dit sur ce trottoir de Skirell Hill. J'ai vu des garçons de ton âge saigner parce qu'il n'y avait pas assez de chirurgiens. J'allais être l'un de ces chirurgiens. Le genre qui arrive à 2 heures du matin quand tout le monde est rentré chez soi. Le genre qui tient un cœur défaillant dans ses mains et refuse de le laisser s'arrêter. 3 ans de résidence, des semaines de 80 heures, des gardes de 36 heures. J'ai perdu 5 kilos ma première année parce que j'oubliais de manger les nuits de garde. J'ai dormi plus de fois dans un placard à fourniture que dans mon appartement. J'ai vu 2 co-résidents s'épuiser et se réorienter vers la dermatologie. J'en ai vu un quitter complètement la médecine. Je suis resté. Mon chef de clinique, le docteur Marcus Webb, était un chirurgien traumatologue de 61 ans du South Side de Chicago. Un chirurgien noir, ancien militaire, des mains comme un pianiste de concert et une voix capable de calmer une pièce pleine de paramédicaux hurlants. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'en avait jamais eu besoin. Webb a jeté un œil à ma technique chirurgicale dès ma 2e semaine et a dit « Qui vous a appris à tenir un scalpel comme ça ?» Personne. J'ai appris seul. C'est la meilleure prise naturelle que j'ai vue en 30 ans. Ne laissez personne la changer. Il est devenu mon 2e mentor. Lao Nakamura m'a donné mon esprit. Webb m'a donné mes mains. Il m'a appris à prendre une décision en 4 secondes quand un patient s'effondrait. Comment couper net quand les doigts sont glissants de sang? Comment dire à une famille que leur être cher n'avait pas survécu et comment retourner dans la salle d'opération 60 secondes plus tard et sauver le suivant? On n'a pas le droit de faire son deuil pendant la garde, m'a dit Webb un jour, debout devant un lavabo, frottant le sang de ses avant-bras. On fait son deuil sur le parking. On fait son deuil sous la douche. On fait son deuil pendant son jour de congé. Mais dans cette pièce, vous êtes la chose la plus stable que ces gens aient jamais vue. J'ai porté ça. Je le porte toujours. À 29 ans, j'étais chirurgienne traumatologue à l'hôpital Northwestern Memorial. Certifiée par le conseil, publiée dans 3 revues à comité de lecture, un salaire de $340 000 par an. Je vivais dans un appartement de 2 chambres à Lincoln Park avec une vue sur le lac Michigan que je regardais parfois pendant 20 minutes après une garde de nuit, juste pour regarder l'eau, juste pour respirer. J'avais construit une vie, une vraie vie. Construite à partir de rien. D'un poignet cassé que ma mère n'avait pas emmené à l'hôpital. D'un projet de foire scientifique que ma sœur avait mis sur son CV. D'une inscription au SAT qui avait été annulée pendant que je balayais les sols du salon. De 14 lettres volées et d'une famille qui voulait me garder petite pour que je reste utile. Je l'ai construite quand même. Au cours de ces 7 années, je n'ai eu aucun contact avec ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail, pas de carte de Noël, rien. Gail a dit à la famille élargie que j'étais parti, que je travaillais probablement comme serveuse quelque part, que j'avais toujours été difficile, toujours ingrate. Tante Denise, la seule personne qui m'avait dit de continuer, s'est opposée une fois lors d'un barbecue familial.
Quelqu'un a-t-il réellement parlé à Ren? Quelqu'un sait-il où elle est? Gail a immédiatement mis fin à la discussion. Ren a fait son choix. Elle a choisi d'abandonner cette famille. Je ne veux pas en discuter. Kendall a posté 2 fois sur Facebook à mon sujet. La première, certaines personnes n'apprécient pas ce que la famille leur donne. 47 likes, 12 commentaires, tous sympathiques, aucun n'étant exact. La seconde postée le jour de la fête des mères, à la meilleure maman du monde qui a tout donné pour ses filles. Toutes, même celles qui sont parties. Je ne l'ai pas vue. Priya l'a vue. Elle m'a montré la capture d'écran un soir au dîner dans un restaurant thaïlandais à Wicker Park. Je l'ai regardé pendant 3 secondes, lui ai rendu le téléphone et j'ai commandé un autre pad see you. Tu ne vas pas répondre, a demandé Priya. Non. Pourquoi pas? Parce que la meilleure réponse à un mensonge n'est pas un argument. C'est une vie. Mon père a envoyé un message texte chaque Noël. Les mêmes 4 mots. Tu me manques, gamin. Papa. J'ai lu chacun d'eux. Je n'ai jamais répondu. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Non pas parce que je prévoyais de les utiliser. Parce que j'avais besoin de me souvenir qu'il avait mon numéro tout le temps. Il aurait pu appeler. Il aurait pu demander où j'étais, si j'étais en sécurité, si j'étais vivante. Il a choisi 4 mots une fois par an. C'était l'étendue complète de l'amour de Ray Donovan. J'ai gardé la boîte en bois de grand-père Walter sur ma table de chevet dans tous les appartements où j'ai vécu. Studio à Chicago, sous location de résidence, 2 chambres à Lincoln Park. Elle me suivait comme un battement de cœur. Je la prenais parfois, sentais son poids, passais mon pouce sur le loquet en laiton, mais je ne l'ouvrais pas. Quelque chose me disait que le moment n'était pas venu, que je devais être assez forte pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Que je saurais quand je serais prête. Puis, un mardi matin d'octobre, 7 ans après avoir quitté Pittsburgh, je me suis réveillé et j'ai su. J'étais assise au bord de mon lit. Le lac Michigan était argenté à l'extérieur de la fenêtre. L'appartement était silencieux. J'ai pris la boîte. J'ai déverrouillé le fermoir en laiton. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas des bijoux. C'était quelque chose de bien plus puissant. Et cela venait avec des instructions. 3 objets reposaient à l'intérieur de la boîte en noyer, nichés dans un morceau de feutre vert fané de la même couleur olive terne qu'une veste de terrain militaire. Une clé USB, argentée, petite, collée à l'intérieur du couvercle avec une bande d'adhésif médical, le genre que grand-père Walter aurait utilisé pour un pansement. Une lettre manuscrite de 3 pages pliée une fois. Mon nom sur le devant dans l'écriture soignée de Walter en majuscule pour Ren. Quand tu seras prête. Et un document légal, 8 pages, agrafé. L'entête indiquait, Brennan Kessler et Locke, avocat, Pittsburgh, Pennsylvanie. J'ai pris la lettre en premier. Mes mains étaient stables, les mains d'un chirurgien. Les mains que Walter avait reconnues quand j'avais 8 ans, en train de scotcher de la gaze autour d'un chat errant derrière le garage. J'ai déplié les pages et j'ai commencé à lire. Chère Ren, si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es assez éloigné de cette maison pour la voir clairement. Je suis fier de toi. J'ai toujours été fier de toi, mais la fierté ne suffit pas quand les gens qui sont censés t'aimer sont ceux qui te retiennent. Alors, j'ai fait ce que tout bon infirmier fait. Je me suis préparé au pire et j'ai prié pour le meilleur. J'ai dû m'arrêter. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai respiré. Le lac Michigan scintillait à l'extérieur. Un jogger passait sur le sentier du bord du lac. Le monde bougeait. J'étais immobile. J'ai continué à lire. Je dois te dire quelque chose, Ren. Quelque chose que j'aurais dû te dire de mon vivant, mais j'avais peur. Peur que si je confrontais ta mère directement, elle me couperait complètement de toi. Et perdre l'accès à toi était la seule chose que je ne pouvais pas risquer. À l'été 2012, j'étais chez vous pour aider ton père à réparer le broyeur d'évier. Gail était à l'étage. Elle pensait que j'étais parti. J'étais dans la cuisine quand son téléphone a sonné. Elle a répondu en haut-parleur. Elle ne savait pas que j'étais toujours là. C'était son amie Déborah. Elle parlait de toi, de la lettre du camp d'été de Johns Hopkins qui était arrivée la semaine précédente, a dit Gail.
J'écris ces mots exacts parce que je les ai enregistrés. J'ai jeté la lettre du camp scientifique de Rennes. Elle ne quittera pas cette maison. Kendall ne peut rien gérer. Si Rennes va à Baltimore pendant 6 semaines, qui va gérer le quart du samedi? C'est la seule qui travaille vraiment. J'ai arrêté de lire. Mes yeux ont brouillé le nom. Je les ai essuyés et j'ai continué. Elle t'a appelé par ton nom, Rennes. Elle l'a dit clairement. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas émotive. Elle était calculatrice. Ta mère n'a pas jeté cette lettre parce qu'elle pensait que le programme ne te convenait pas. Elle l'a jetée parce que tu lui étais utile et qu'elle ne pouvait pas se permettre de te laisser partir. Je me tenais dans cette cuisine et j'ai écouté ma propre fille décrire ma petite fille comme une main-d'œuvre. Pas une enfant, pas une étudiante, pas une future médecin. Une main-d'œuvre. J'aurais dû la confronter ce jour-là. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé mon avocat et j'ai commencé à te construire une issue. J'ai posé la lettre et j'ai pris le document légal. Accord de fiducie établi par Walter Raymond Grimm. Bénéficiaire Reine Elizabeth Donovan, fiduciaire Brennan Kessler et Locke. Financé par un dépôt initial de $280 000, les économies de Walter, sa pension d'ancien combattant et le produit de la vente de sa maison à Greenfield à un promoteur en 2014, $280 000. Tout ce qu'il avait, chaque centime qu'un infirmier de campagne avait économisé pendant 31 ans de vie tranquille et prudente. Il me l'a tout donné. La fiducie avait une condition, un seul paragraphe souligné. Ces fonds ne seront pas libérés tant que le bénéficiaire n'aura pas vécu indépendamment du foyer Donovan pendant un minimum de 5 années consécutives sans aide financière de Gail Donovan ou Ray Donovan. Cette condition existe pour s'assurer que le bénéficiaire s'est prouvé à lui-même, et non à quiconque d'autre, qu'il est capable de construire sa propre vie. Ce n'est qu'alors qu'il devrait avoir les ressources pour l'élargir. 5 ans. J'ai quitté Pittsburgh il y a 7 ans. La condition était remplie depuis plus de 2 ans. L'argent était resté dans un compte en fiducie, accumulant des intérêts, attendant que j'ouvre une boîte en noyer. Valeur actuelle, $385 000. J'étais assise au bord de mon lit pendant longtemps. La lettre était sur mes genoux. Le document légal était sur la table de chevet. La clé USB était toujours collée au couvercle. J'ai tendu la main vers la clé USB. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Un dossier, 2 fichiers audio. Le premier était intitulé « Appel Gail Deborah été 2012 ». J'ai appuyé sur lecture, du bruit statique, un téléphone qui sonne. Puis la voix de Gail, reconnaissable, claire comme une cloche d'église. J'ai jeté la lettre du camp scientifique de Rennes. Elle ne quittera pas cette maison. Kendall ne peut pas gérer la caisse, et encore moins le rush du samedi. Rennes est la seule qui travaille vraiment. La voix de Deborah, riant. Tu ne peux pas la garder pour toujours, Gail, regarde-moi. Elle pense qu'elle n'a pas été retenue. Elle s'en remettra. L'enregistrement s'est terminé, 47 secondes. 47 secondes qui contenaient toute l'architecture de mon enfance volée. Le deuxième fichier était étiqueté « Ray mars 2018 ». J'ai appuyé sur lecture. Bruissement, une porte qui se ferme, puis la voix de Gail, basse, conspiratrice. Un autre est venu aujourd'hui. Tuft. Elle a été admise. Je viens de cacher le courrier. Gail. Si elle entre à la fac de médecine, qui va faire les comptes de mon entreprise? Tu sais que Kendall ne gère pas les chiffres. Je sais. Je l'ai déjà ouvert. Je lui donnerai le refus type demain. Et si l'école appelle? Je m'en occuperai. Comme les autres, elle poursuit une voie différente. Ils arrêtent d'appeler après la deuxième fois. Et si elle le découvre? Elle ne le fera pas. Elle me fait confiance. L'enregistrement s'est terminé, 1 minute et 12 secondes. La voix de mon père, pas faible, pas passive, délibérée. Il ne savait pas seulement, il stratégisait. Il a calculé le coût d'un comptable par rapport au coût de l'avenir de sa fille, et il a choisi l'option la moins chère. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pris la lettre de Walter, le dernier paragraphe. Je suis désolé de ne pas avoir pu l'arrêter de mon vivant, Reine. J'avais peur qu'elle te prenne de moi comme elle a pris tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler.
Alors, j'ai fait ce que j'ai pu dans l'ombre. L'argent est à toi. Les enregistrements sont à toi. Utilise-les comme tu le juges bon, ou ne les utilise pas du tout. C'est ton choix. La seule chose que ta mère ne t'a jamais donnée. Mais sache ceci, petite fille. Tu n'es pas faite pour le salon. Tu n'es pas une main-d'œuvre bon marché. Tu n'es pas dramatique. Tu n'es pas difficile. Tu es une guérisseuse. Tu as toujours été une guérisseuse. Et je suis plus fier de toi que toutes les paroles de cette page ne pourraient jamais l'exprimer. Va sauver des vies, reine. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Tout mon amour pour toujours, grand-père Walter. J'ai plié la lettre. Je l'ai tenue contre ma poitrine et j'ai pleuré. Non pas de douleur, non pas de colère. Mais du soulagement écrasant, profond jusqu'aux os, d'être connu, d'être vu par quelqu'un qui m'aimait assez pour passer ces dernières années à me construire une porte que ma mère ne pourrait jamais fermer. Walter Grimm est mort dans son sommeil avec un livre sur la chirurgie de champ de bataille sur sa table de chevet. Il est mort en pensant qu'il ne saurait peut-être jamais si j'y étais arrivé. Il est mort en espérant que la boîte suffirait. C'était suffisant, grand-père. C'était plus que suffisant. Je suis resté avec ce sentiment pendant 1 heure. Puis je me suis essuyé le visage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un email à l'avocat du trust chez Brennan Kessler & Locke. 2 phrases. Je m'appelle Reine Donovan. Je suis prête. 3 semaines plus tard, un mardi matin froid à 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Ligne d'urgence Northwestern, cas de traumatisme, femme 33 ans, accident de voiture, hémorragie interne. Quand j'ai lu le dossier du patient, mes mains n'ont pas tremblé, mais mon cœur s'est arrêté. Le nom sur le dossier était Kendall Donovan. Je n'ai pas hésité, pas une seule seconde. Je me suis désinfecté, j'ai enfilé mes gants et je suis entré dans cette salle d'opération comme le docteur Webb me l'avait appris, concentrée, silencieuse, certaine. Quoi que Kendall Donovan m'ait fait, quoi qu'elle ait vu se produire et n'ait jamais arrêté, elle n'était pas une sœur sur cette table. Elle était une patiente et les patients ne sont pas jugés, ils sont sauvés. Les dégâts étaient importants. Rupture de la rate, foie lacéré, 3 côtes fracturées, dont l'une avait perforé son poumon gauche. Hémorragie interne qui avait déjà fait chuter sa tension artérielle à 70/40. Elle était en train de s'effondrer. 6 heures. C'est le temps qu'il a fallu. 6 heures d'incision, de clampage, de suture, de drainage, 6 heures à tenir les organes de ma sœur dans mes mains et à refuser qu'il lâche. L'interne assistant, un 3e année nommé David, m'a regardé à la 4e heure et a dit « Voulez-vous faire une pause ?» Et non. À 3h47 du matin, les signes vitaux de Kendall se sont stabilisés. Sa tension artérielle est passée à 90/60. Son rythme cardiaque s'est stabilisé sur le moniteur. Bip bip bip. Le plus beau son de la médecine. Je me suis éloigné de la table. J'ai retiré mes gants. Mes blouses étaient trempées de sueur. David m'a regardé comme s'il venait de voir quelqu'un marcher sur l'eau. C'était la meilleure chirurgie traumatologique que j'ai jamais vue, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à l'évier de lavage, j'ai ouvert l'eau et je me suis lavé les mains pendant 3 minutes complètes. Puis je les ai séchées, j'ai redressé ma blouse blanche et j'ai traversé les doubles portes pour entrer dans la salle d'attente. Ils étaient assis dans le coin, 2 chaises en plastique, un distributeur automatique ronronnant à côté d'eux. Ma mère dans une blouse froissée, du mascara coulant sur les 2 joues, mon père dans une veste de plomberie Donovan, chapeau à la main, le tournant encore et encore comme un chapelet. Ils avaient l'air vieux, pas âgés, juste usés, comme si 7 ans leur avait pris quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Gail m'a vu la première. Ses yeux ont trouvé ma blouse blanche. Puis mon badge d'hôpital, puis le nom brodé en fil marine au-dessus de la poche. Docteur Donovan, chirurgie traumatologique. Sa main est allée à sa bouche. Elle a saisi le bras de mon père si fort qu'il a grimacé. Stable, ai-je corrigé. Pas froid, pas chaleureux, clinique. Et c'est le docteur Donovan. Est-ce qu'elle va bien? Kendall? Ray s'est levé. Ses jambes étaient instables. Elle est stable. L'opération a été un succès. Elle avait une rupture de la rate, une lacération du foie et un poumon affaissé. Nous avons réparé les 3.
Elle sera en soins intensifs pendant au moins 72 heures. Sauf complications, elle devrait se rétablir complètement. Je l'ai livré comme Webb me l'avait appris. Les faits d'abord, le pronostic ensuite, l'émotion jamais. Gail me regardait, pas mes mots, mais moi, ma blouse blanche, l'hôpital, les lumières fluorescentes se reflétant sur le badge qu'elle n'aurait jamais cru exister. Tu es médecin, chuchota-t-elle. Je suis chirurgienne. Comment? Quand as-tu, il y a 7 ans, quand je suis parti de chez toi avec une boîte à chaussures pleine de lettres volées et une bourse que tu as essayé de détruire. La salle d'attente était vide, sauf nous. 2 heures du matin. Pas de témoins, pas de public, juste une mère, un père et la fille qu'ils avaient essayé d'effacer. Gail a commencé à pleurer. Les pleurs habituels. Au début, ce qu'elle utilisait aux funérailles de Walter, lors de disputes au salon, à chaque moment qui exigeait une émotion jouée. Mais ensuite, quelque chose s'est brisé. La performance s'est effondrée. Ce qui en est sorti était brut, laid, réel. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas que tu deviendrais, je n'ai jamais pensé. C'est exactement le problème, maman. Tu n'as jamais pensé que je pouvais devenir quoi que ce soit, alors tu t'es assuré que je ne le ferais pas. J'avais peur. J'avais peur de te perdre. Tu n'avais pas peur de me perdre. Tu avais peur de perdre ta main-d'œuvre gratuite. Gail a tressailli comme si je l'avais giflé. Ray a posé sa main sur son épaule. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. Non. Je sais pour toi aussi, papa. Sa main se figea sur l'épaule de Gail. Je sais que tu lui as dit de cacher le courrier. Je sais que tu as calculé que me garder à la maison était moins cher que d'embaucher un comptable. Je sais que tu t'es assis dans cette cuisine et que tu as dit, si elle entre à la fac de médecine, qui va faire les comptes de mon entreprise? Comment as-tu? Grand-père Walter vous a enregistré, tous les deux. Il m'a laissé les enregistrements. Le silence qui a suivi n'était pas le silence du choc. C'était le silence de 2 personnes réalisant que les murs qu'ils avaient construits autour de leurs mensonges avaient été creux tout le temps. Qu'un homme mort avait câblé les fondations avec la vérité et que leur fille venait d'appuyer sur le détonateur. Les pleurs de Gail s'arrêtèrent. Elle me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de colère, pas de peur, quelque chose de plus profond. Le regard d'une femme qui vient de comprendre pour la première fois que son enfant la voit complètement. 14 lettres, 7 ans. Camp d'été Johns Hopkins. 2 admissions anticipées, 8 acceptations à la faculté de médecine. Vous avez volé chacune d'elles. Vous avez répondu aux appels téléphoniques des bureaux d'admission et leur avez dit que je n'étais pas intéressé. Vous avez fabriqué des refus et me les avez tendus avec un visage triste et une phrase sur le fait que ce n'était peut-être pas ma voix. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Et vous l'avez fait parce que j'étais utile. Parce que Kendall ne pouvait pas tenir une caisse enregistreuse, ne pouvait pas faire une déclaration de revenus, ne pouvait rien gérer. Alors, vous avez gardé la fille qui le pouvait, non pas parce que vous m'aimiez, mais parce que vous aviez besoin de moi. La bouche de Gail s'ouvrit. Rien n'en sortit. J'ai plongé la main dans la poche de ma blouse blanche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le fichier audio, le deuxième, celui avec leurs 2 voix, et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Ray a empli la salle d'attente. Faible à travers le haut-parleur du téléphone, mais reconnaissable. Hey, cache juste le courrier, Gail. Si elle entre à la fac de médecine, qui va faire les comptes de mon entreprise? Je lui donnerai le rejet type demain. Et si elle le découvre? Elle ne le fera pas. Elle me fait confiance. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler jusqu'à la fin, 1 minute et 12 secondes. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche. Ray s'est assis. Pas lentement, il est tombé comme si quelqu'un avait coupé ses ficelles. Il a mis son visage dans ses mains, ses épaules n'ont pas tremblé. Il est juste resté là, replié et à moitié homme confronté au poids total de ce pourquoi il avait échangé sa fille. Gail est resté immobile, les larmes encore humides sur son visage. La performance était terminée. Il n'y avait plus rien à jouer. Au bout du couloir, un bruit, une porte qui s'ouvre. La chambre des soins intensifs de Kendall. Une infirmière est sortie, nous a vus, et a refermé la porte discrètement. Mais pas avant que j'ai aperçu à travers l'entrebâillement.
Kendall éveillée, les yeux ouverts, regardant vers le couloir. Elle avait entendu, pas tout, mais assez. L'enregistrement, la voix de sa mère, la voix de son père, l'architecture de la vie volée de sa sœur. J'ai regardé mes parents une dernière fois. J'ai sauvé la vie de votre fille ce soir. Pas parce que vous le méritez, pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je suis médecin. C'est ce que je suis. La personne que vous avez essayé d'empêcher. J'ai redressé ma blouse. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai la lettre de grand-père Walter. J'ai les enregistrements. J'ai une carrière que vous avez littéralement conspiré pour détruire. Et j'ai une vie que j'ai construite à partir de rien, de moins que rien parce que vous vous êtes assuré que je commençais de zéro. Reine, s'il te plaît. J'ai reculé, pas brusquement, doucement. Comme on recule d'un patient dont le traitement est terminé. Si vous voulez un jour refaire partie de ma vie, cela commence par l'honnêteté. Chaque lettre, chaque mensonge, chaque appel téléphonique que vous avez fait à chaque école par écrit, envoyé à chaque membre de la famille à qui vous avez dit que j'étais parti. Chaque cousin, chaque tante, chaque oncle qui a passé 7 ans à croire que j'étais une étudiante ingrate et serveuse quelque part, ils auront la vérité. Tout. Et si nous ne l'avons pas, alors cette conversation est la dernière que nous aurons jamais. Et la prochaine fois que vous entendrez mon nom, ce sera dans une revue médicale. Je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir. Mes chaussures résonnaient sur le linoléum. Derrière moi, j'ai entendu Gail prononcer mon nom une fois de plus, doucement, presque un murmure. Je ne me suis pas arrêté. J'ai dépassé le poste d'infirmière, les distributeurs automatiques, la batterie d'ascenseur, et j'ai traversé les portes pour le parking du personnel. Je me suis assise dans ma voiture. J'ai mis mes mains sur le volant à 10h et 2h. J'ai respiré. Inspirer pendant 4, retenir pendant 4, expirer pendant 4. Pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas la permission. Je ne m'excusais pas. J'en avais fini. 6 mois passèrent. Le printemps arriva à Chicago comme toujours, lentement, à contre-cœur, comme si la ville devait se disputer avec l'hiver avant de céder. La glace sur le lac Michigan s'adoucit. Les arbres le long du sentier au bord du lac devinrent verts, branche par branche. Je courais sur ce sentier tous les matins avant mon service, 8 kilomètres le long de l'eau, des écouteurs dans les oreilles, les poumons brûlants de vie. J'étais toujours à Northwestern, toujours en chirurgie traumatologique, toujours à sauver des gens à 2h du matin qui arrivaient brisés et repartaient en respirant. Le travail n'était pas devenu plus facile. Il était devenu plus clair. Chaque patient que j'ouvrais était un rappel de pourquoi j'avais tant lutté pour être ici. Chaque bip stable sur un moniteur était la preuve que Gail Donovan s'était trompée, non seulement à mon sujet, mais sur ce qui comptait. La première chose que j'ai faite avec la fiducie de grand-père Walter a été de créer une bourse. Le fonds commémoratif Walter Grimm pour les étudiants en médecine de première génération, hébergé à la faculté de médecine Pritzker de l'Université de Chicago. 50 000 $ par an attribués à un étudiant qui n'avait aucun soutien familial, aucun filet de sécurité, personne dans son coin. Sauf que maintenant, ils avaient Walter. Le doyen Whitfield m'a appelé quand les papiers ont été finalisés. Vous savez, dit-il, en 24 ans d'admission, votre dossier est toujours celui que je garde sur mon bureau, non pas à cause de vos notes, mais à cause de ce qu'il vous a fallu pour arriver ici. Il a fallu un infirmier de campagne du Vietnam et une boîte en noyer, ai-je dit. Il a ri. Il a fallu plus que ça, reine. Il a fallu vous. J'ai utilisé une autre partie de la fiducie pour rembourser le reste de mes prêts étudiants de Pitt, 31 000 $ que j'avais portés pendant des années comme un deuxième squelette. Le reste, je l'ai mis de côté. Je n'ai pas acheté de voiture. Je n'ai pas acheté de maison. Je n'ai rien acheté que ma mère aurait appelé un symbole de statut. J'ai juste laissé l'argent là, calme et stable, comme Walter avait vécu toute sa vie. Priya et moi avons emménagé dans un appartement de 2 chambres à Lincoln Park. Elle avait terminé sa résidence en anesthésiologie et avait pris un poste à Northwestern la même année où j'avais été promu chef de clinique. Nous cuisinions ensemble le mardi soir. Elle faisait du dal. Je faisais des pâtes. Nous nous disputions pour savoir si le lac Michigan comptait comme un océan. Elle disait non. J'ai dit, si on ne voit pas l'autre côté,
ça compte. J'étais heureuse. Pas le bonheur bruyant et démonstratif que Gail comprenait, le genre que l'on poste sur Facebook avec 47 likes. Le genre silencieux. Le genre qui est niché dans votre poitrine un mardi matin lorsque vous buvez du café près d'une fenêtre et que la lumière est bonne et que personne ne vous dit que vous n'êtes pas assez. Puis la lettre de Kendall arriva. Une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Mon nom écrit d'une écriture que je reconnaissais, en boucle, légèrement désordonnée, l'écriture d'une femme qui n'avait jamais eu à travailler assez dur pour quoi que ce soit qui exige de la précision. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine. 4 pages, manuscrites, à l'encre bleue. Chère reine, je ne sais pas comment commencer, alors je vais juste commencer. Je connaissais certaines des lettres. Pas toutes, pas celles de la faculté de médecine, mais je connaissais celles du camp d'été de Johns Hopkins, et je connaissais au moins 2 des admissions anticipées à l'université. J'étais à la maison le jour où la lettre de Johns Hopkins est arrivée. Maman l'a ouverte à la table de la cuisine pendant que tu étais à l'école. Elle l'a lue, m'a regardé et a dit, « Sirène va à Baltimore pendant 6 semaines, qui va gérer le quart du samedi ? Toi, tu ne peux certainement pas. » Elle l'a dit comme si c'était un fait. Comme le ciel est bleu, comme l'eau est mouillée, comme si j'étais inutile et que tu étais la seule partie fonctionnelle de cette famille. Et je n'ai rien dit. Je suis restée assise et je n'ai rien dit parce que si j'étais d'accord avec maman, je restais la préférée. Si je te défendais, je devenais la prochaine cible. Alors j'ai choisi le côté facile à chaque fois. Je me suis dit que ce n'était pas ma responsabilité. Je me suis dit que tu t'en sortirais. Je me suis dit que maman savait probablement mieux. Je me suis dit tous les mensonges qui rendaient mon silence confortable. Mais voici le problème. Je n'ai jamais admis à personne, pas même à moi-même. Jusqu'à ce que je me réveille dans ce lit d'hôpital et que je découvre que le chirurgien qui m'avait sauvé la vie était la sœur que j'avais aidé à enterrer. J'étais jalouse de toi, reine. Chaque jour, tu étais plus intelligente que moi. Tu travaillais plus dur que moi. Tu avais quelque chose en toi que je n'ai jamais eu, un feu ou une direction, une raison de me lever le matin qui n'était pas d'impressionner maman ou d'éviter le silence de papa. Tu savais ce que tu voulais être depuis que tu avais 8 ans, en bandant ce stupide chat derrière le garage. J'ai 33 ans et je ne sais toujours pas ce que je veux être. Maman ne t'a pas gardé à la maison parce qu'elle m'aimait plus. Elle t'a gardé à la maison parce que tu étais la seule qui pouvait réellement faire quelque chose. J'étais la jolie, la facile, celle qui ne causait jamais de problème parce que je ne faisais jamais rien qui en vaille la peine. Elle m'a gâté parce qu'elle avait abandonné l'idée de moi. Elle te contrôlait parce que tu valais la peine d'être contrôlé. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Mais j'avais besoin que tu comprennes la forme de tout cela. La forme laide et honnête de ce qui s'est passé dans cette maison. Je suis en thérapie maintenant. 3 mois tous les jeudis. J'apprends des mots pour des choses auxquelles je n'avais jamais donné de nom, facilitation, codépendance, enchevêtrement, complicité. Il s'avère qu'il existe des termes cliniques pour être un lâche dans sa propre famille. Je ne demande pas pardon. Je ne pense pas l'avoir mérité. Je demande une chance. Un café, une conversation, quand tu seras prête. Si jamais tu es prête. Tu m'as sauvé la vie, reine. Pas seulement dans cette salle d'opération. Tu l'as sauvée en partant. Parce que quand tu es parti, toute la machine s'est effondrée. Et pour la première fois, j'ai dû regarder ce que nous avions construit et admettre que c'était pourri. Ta sœur Kendall. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le lac pendant un long moment. Je l'ai appelé la semaine suivante. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Philadelphie, à mi-chemin entre Pittsburgh et Chicago. J'ai choisi une table près de la fenêtre. Elle est arrivée 11 minutes en avance, ce qui était la chose la moins Kendall qu'elle ait jamais faite. Elle avait l'air différente, plus mince, pas de mèche, pas de sac de créateur. Ses ongles n'étaient pas peints. Elle a commandé un café noir, pas de latte, pas de sirop, pas de crème fouettée. La Kendall avec qui j'ai grandi n'aurait jamais été prise morte à commander un simple café. Nous avons parlé pendant 2 heures, avec précaution. Comme on marche sur une glace qui pourrait être trop fine. Elle n'a pas donné d'excuses. Elle n'a pas pleuré, bien que sa voix se soit brisée 2 fois. Elle m'a raconté des choses sur notre mère que je ne savais pas.
que Gail avait dit un jour à Kendall à 14 ans, « Tu as de la chance d'être jolie, car tu n'es certainement pas intelligente. » Et que Kendall avait essayé de faire les comptes du salon une fois à 19 ans, et que Gail avait déchiré la feuille de calcul devant 2 employés et avait dit « C'est pourquoi j'ai besoin de reines. » Nous n'étions pas amis quand nous avons quitté ce café. Nous n'étions pas encore sœurs non plus, mais nous étions quelque chose. 2 femmes qui avaient survécu à la même maison et commençaient seulement à comparer leurs notes. Nous nous rencontrons une fois par mois maintenant. Même café, même table près de la fenêtre. C'est lent. C'est prudent. C'est réel. Mon père a envoyé une lettre. 4 pages manuscrites. La première fois que j'ai vu Ray Donovan écrire plus d'une phrase. Il a tout admis. Le courrier, les appels téléphoniques, le calcul. J'ai choisi l'argent plutôt que ma fille, a-t-il écrit. J'ai choisi la commodité plutôt que ton avenir. Je n'ai aucune défense. Je n'ai aucune excuse. J'ai honte. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je pourrais ne pas le faire. Cette porte est légèrement ouverte. Je n'ai pas décidé si elle restait ainsi. Ma mère a envoyé un email. 3 phrases. J'ai commencé une thérapie. Je sais que j'ai détruit quelque chose que je ne pourrai jamais reconstruire. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. Et pour la première fois de ma vie, je comprends que jamais est une réponse acceptable. Le pardon n'est pas une dette que je dois aux personnes qui m'ont fait du mal. C'est un cadeau que je me fais, si et quand je le choisis. Le mois dernier, je suis allé à Pittsburgh pour la première fois en 7 ans. Non pas à Squirrel Hill, mais à Greenfield, au cimetière de Hazelwood Avenue où Walter Raymond Grimm est enterré sous une simple pierre tombale en granit qui dit « Infirmier de campagne, père, grand-père ». Il a guéri ce qu'il a pu. J'ai apporté 2 choses. Un bouquet de marguerites blanches, ses préférées, et une photographie encadrée. Ma remise de diplôme de médecine, toge et mortier, le doyen Whitfield me serrant la main, mon visage lumineux, ouvert et libre. J'ai posé la photo contre la pierre tombale. Je me suis agenouillé dans l'herbe et j'ai dit les mots que j'avais portés pendant 7 ans. J'ai réussi, grand-père. Tu avais raison. C'étaient des mains de guérisseur. Le vent souffla dans le cimetière. Les marguerites tremblèrent. Quelque part derrière moi, un oiseau chantait, petit, vif, persistant. Un roitelet. J'ai souri. Le genre silencieux. Le genre qui commence dans votre poitrine et se répand comme le lever du soleil sur le lac Michigan. Sur mon bureau à Northwestern, la boîte en noyer se trouve entre mon ordinateur portable et une photographie de Priya et moi à notre pendaison de crémaillère. À l'intérieur de la boîte se trouvent maintenant 3 choses. La clé USB, la lettre de Walter et mon badge d'identité d'hôpital. Dr. Ray Donovan, chirurgie traumatologique. Le loquet en laiton est ouvert. Il reste ouvert parce que je n'ai plus besoin de rien enfermer. J'ai 29 ans. Je suis chirurgienne traumatologue. Je sauve des vies pour vivre. J'ai construit cette vie à partir d'un poignet cassé. Ma mère ne me soignerait pas pour un projet de foire scientifique. Ma sœur a volé une inscription au SAT. Quelqu'un a annulé pendant que je balayais les sols et 14 lettres qui étaient cachées dans une boîte à chaussures au fond d'un tiroir verrouillé. Je l'ai construite quand même. Et c'est mon héritage. Pas l'argent, pas la fiducie, pas les enregistrements, la vie. Cette vie, celle qu'ils ont dit que je n'aurais jamais. Elle est à moi. Chaque centimètre carré, mérité. Votre valeur n'est pas déterminée par qui la voit. Certaines familles vous apprennent qui devenir. D'autres vous apprennent qui ne pas devenir. Les 2 sont précieux. Les gens qui ont essayé de me garder petite m'ont fait le plus grand cadeau sans le savoir. La preuve que j'étais assez forte pour les dépasser. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû établir une limite avec votre famille? Comment cela a-t-il changé votre vie? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la vidéo dans la description. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.